Amis auditeurs, fidèles auditrices de la radio des femmes, des enfants et de la musique, bienvenue dans votre émission Le Grand Oral. Nous sommes le samedi 20 mai 2017 et c'est avec un immense plaisir que nous recevons sur ce plateau M. Mamadou Kassé. Il est le directeur général de la Société nationale d'habitation à loyer modéré. Il est aussi membre de l'Alliance pour la République. Bonjour M. Kassé. Bonjour Maudit. Alors, merci encore de votre disponibilité. Nous savons que vous êtes dans des moments de deuil. Nous profitons de l'occasion pour vous présenter nos sincères condoléances. Merci. Et puis moi j'en profite pour remercier tous les citoyens parce que avec la disparition d'une des femmes les plus importantes pour moi, j'ai senti un élan de solidarité autour de moi qui m'a permis de surmonter tant soit peu l'épreuve. Donc voilà, ça a été un moment difficile, mais j'ai senti effectivement la présence autour de moi et une compassion très forte. Et ce qui me fait dire que nous avons des valeurs qui sont importantes au Sénégal et qu'il convient de préserver. Malgré ces moments difficiles, vous avez dû jongler avec vos engagements professionnels? Naturellement, parce que je pense que la grande dame qui est partie m'aurait dit en pareille circonstance, la vie continue. D'accord. C'est difficile, mais c'est ainsi. C'est difficile, mais c'est ainsi. Alors, vous êtes à la tête de la SNHLM depuis un certain temps. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux de cette société nationale? Bon, je dois d'abord dire que la Société nationale des habitations à loyer modéré est une des plus importantes sociétés du dispositif public, du secteur parapublic, je dirais. Ça tient d'abord à son objet, parce que avoir une maison constitue l'un des projets les plus importants d'un homme. Tout homme qui travaille aspire à avoir un toit. Tout le monde n'est pas dans les conditions d'acheter un toit content et également un toit là où il veut. Donc il y a une couche qui n'est pas forcément vulnérable, qui est solvable, mais peut-être qui ne dispose pas d'une très grande liquidité qui lui permet de payer comptant. Raison pour laquelle depuis 1959, l'État a son outil, son instrument d'exécution de la politique d'habitat social. Et c'est la Société nationale des habitations à loyer modéré. J'en veux pour preuve tout simplement de cette importance de la société HLM, les quartiers entiers que cette structure publique a dû créer ex nihilo, tous les quartiers de Gibraltar, dans toutes leurs composantes, Ouagouniaï, Fass, et également tous les quartiers HLM, Grand Médine, Grand Yoff, et j'en passe. Mais aussi tous les grands quartiers classiques des capitales régionales. Donc par conséquent, je suis fondé de dire que la SNHLM est au cœur des préoccupations de l'État, en ce sens qu'elle constitue un instrument qui vient régler un problème que j'assimile à un service public de l'habitat. Donc 55 000 unités résidentielles depuis sa naissance, c'est pas rien dans le paysage urbain sénégalais. Alors 55 000 depuis sa création pour une société qui a presque près de 70 ans d'existence. Aujourd'hui, vous concrètement, quelle est votre politique en tant que nouveau directeur général? Bon, alors nous nous sommes attelés d'abord à avoir une méthode, parce que ce que nous retenons de la démarche du président de la République, c'est d'abord la méthode. Parce que on peut avoir des objectifs, mais il faut aussi savoir comment y aller. Aujourd'hui, pour déterminer une bonne politique qui doit mener à l'émergence, le président a dû penser et repenser plus de 50 ans de politique économique sénégalaise qui ont abouti avec la fusion du SNDES, de la SCA et du Yoonu Yokkute à ce qui est aujourd'hui le seul référentiel de notre politique économique et sociale qui est le PSE. Et également, le PSE étant l'unique référentiel, il est bien évident que toute structure du secteur parapublic doit s'inscrire dans les objectifs fixés par le PSE. Nous nous sommes interrogés sur le volet habitat du PSE et à partir des objectifs qui sont fixés dans le volet habitat du PSE, nous avons déterminé notre PSD, c'est-à-dire notre plan stratégique de développement dans la période 2017 à 2021. Il a été adopté. On a travaillé d'arrache-pied et au bout de 4 mois, nous avons pu avoir un PSD qui a été approuvé par le conseil d'administration de la société. Et à ce PSD a été adossé un contrat de performance qui a été signé avec l'État depuis 3 mois et qui consacre l'inscription de la SNHLM dans les objectifs du PSE.
voilà comment nous comptons en tout cas dérouler à court et moyen terme la stratégie et également l'atteinte des objectifs qui sont fixés donc, dans ce PSD pour la SNHLM. Est-ce que dans cette politique, le Sénégalais lambda peut dormir tranquille en espérant que d'ici à moyen ou court terme, selon les échéances qui sont fixées, peut accéder à des logements? C'est toute l'importance du PSD. Vous savez, nous sommes partis d'un constat. C'est-à-dire, vous savez, les années 90 ont correspondu un peu aux années de politique d'ajustement structurel. Et ce qu'il y a lieu aujourd'hui de retenir, c'est que l'État s'est progressivement désengagé de son secteur parapublic. Et la SNHLM a aussi fait les frais de cela. Avant, comment ça fonctionnait? Lorsque la société était office, l'État dotait la société déjà. Ça, c'était une première action. La deuxième, c'est qu'elle l'a dotée non seulement de ressources, mais également de réserves foncières. Mais elle l'accompagnait également à travers d'autres structures pour les aménagements sommaires. En 1997, elle est devenue société nationale, autonome. Donc c'est d'autres règles de fonctionnement. C'est un autre statut. Mais c'est également un autre regard et une autre action de l'État sur les dites sociétés. Mais ça a correspondu un peu avec, comme je l'ai dit, les périodes d'ajustement structurel et par conséquent un désengagement progressif. L'État ne mettait plus de ressources et il a été remarqué qu'il y avait une baisse tendancielle, en tout cas d'octroi de réserves foncières à la Société nationale des habitations à loyer modéré. Donc, je suis fondé aujourd'hui de dire, de 2000 à 2012, il n'y a pas eu un seul mètre carré octroyé à la SNHLM. La SNHLM a dû, pour les réserves foncières qui sont les siennes actuellement, mettre la main à la poche pour acquérir et développer des programmes de parcelles assainies et des programmes de logement. Nous sommes donc partis de ce constat-là. Partant de ce constat, il faut une nouvelle orientation parce qu'il y a un besoin. Nous avons un stock de demandeurs au niveau de la SNHLM, mais donc il faut que l'État puisse nous accompagner et c'est les engagements qui ont été pris dans le cadre du CDP. Donc, mais est-ce que le foncier existe au niveau de Dakar? Si je prends l'exemple de Dakar pour vous accompagner. Non, mais pourquoi vous prenez l'exemple de Dakar? Parce que moi, j'estime déjà que le Sénégal ne se résume pas à Dakar. Les promoteurs immobiliers se bousculent à Dakar. Tout le monde se rend compte aujourd'hui que Dakar étouffe. Mais il faut avoir une autre vision. Et nous, notre vision en tant que telle aujourd'hui, elle est de continuer ce que nous avons toujours fait. C'est de développer des cités à l'intérieur du Sénégal. C'est-à-dire de continuer les programmes régionaux. Aujourd'hui, nous avons un programme en cours à Ziguinchor, qui constitue la 3e cité HLM de Ziguinchor, qui est la cité HLM Kenya. Nous avons fait la cité de Bongré après la première cité HLM de Kaolack. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la cité HLM Mindis à Fatick. Nous sommes en train de dérouler un programme à Vélingara. Nous sommes en train de développer le programme HLM Niani à Tambacounda. Nous sommes en train de développer à Ngalel à Saint-Louis. Donc effectivement, s'il est avéré que la demande est là, parce que tout le monde n'est pas dakarois et tout le monde n'aspire pas forcément à être propriétaire à Dakar. Ça ne serait même pas logique de toute façon. Par conséquent, je pense déjà que prendre l'exemple de Dakar, pour moi, ce n'est pas tellement une très bonne idée. Mais restons sur Dakar. C'est vrai que sur à peu près moins de 2% du territoire vivent quasiment plus d'un tiers de la population sénégalaise. C'est une préoccupation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président a eu, je dirais, l'intelligence dans sa dynamique d'aménagement de développer ce qui est aujourd'hui le système des pôles urbains, avec le pôle urbain de Diamniadio, le pôle urbain du Lac Rose, également le pôle urbain de Daga-Kholpa et de Déni Biram Ndao. Mais restons sur ce qui est actuellement en cours de développement, c'est-à-dire le pôle urbain de Diamniadio. C'est de nouvelles unités résidentielles. C'est 300 000 personnes qui seront davantage prises en charge dans 4 arrondissements. Donc c'est conséquent. Et la SNHLM était déjà à Diamniadio avant le pôle urbain. Ça veut dire que la SNHLM était déjà précurseur en termes d'aménagement. Parce que nous sommes en train de développer 150 hectares du côté du port de Sendou, avec un programme de logement et un programme de parcelles assainies. Donc, nous sommes dans la logique et nous sommes dans la tendance. J'ai tendance à vous demander à combien s'élève le coût total de votre fonctionnement en termes de budget
Ça dépend, hein. Je veux dire, ces 5 dernières années, nous avons oscillé en termes de chiffre d'affaires entre 3 milliards et 6 milliards par année. 3 milliards, 6 milliards, vous pensez que c'est largement suffisant? Alors que cette demande est de plus en plus forte. Parce que je vais rebondir sur Dakar. Pourquoi Dakar? Non, à la limite, Modi, moi, il faudrait que vous me posiez les questions auxquelles moi je peux répondre. D'accord. Parce qu'en réalité, voilà une très bonne question qu'il faudra certainement poser au Premier ministre, au ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, ou même, je dirais, au président de la République. Mais nous gérons une structure et nous gérons en fonction des objectifs qui nous sont fixés et en fonction des possibilités que nous avons. Vous savez, tout est priorité dans ce pays. Nous pouvons comprendre, peut-être, parce que nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, il n'y a pas que la SNHLM qui développe du logement. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a aussi la SICAP qui développe du logement. Mais il y a aussi tous les promoteurs privés qui ne développent pas du logement pour des personnes lambda. Ils ne le font pas pour des Maliens, ils ne le font pas pour des Guinéens. Ils le font pour des Sénégalais. Donc je veux dire, il faut aussi que l'offre soit diversifiée. Et moi, je demeure persuadé que l'approche du président est la bonne. Dans le sens où, pour régler un problème national, il faut autant agréger les efforts publics que les efforts privés. Et dans ce cas, il y a les promoteurs privés qui sont là, et qui ont fini de montrer leur technicité, leur professionnalisme, leur capacité à développer. Et nous ne sommes plus dans le temps des monopoles publics. Donc, ma foi, il y a une partie que nous devons développer, une partie que la SICAP doit développer et une partie que les promoteurs privés doivent également déverser dans le marché. Est-ce que les promoteurs privés, les Sénégalais peuvent leur faire confiance, d'autant plus qu'on note tous les jours des cas d'arnaque qui sont soulevés? Oui, bon, moi je pense que les cas d'arnaque, ça existe, mais les cas aussi de clés en main livrées, ça existe. C'est-à-dire, tout ce qui est développé dans ce pays n'est pas forcément développé par la SNHLM et la SICAP. Qu'est-ce que vous proposez de moins cher aux Sénégalais lambda par rapport à ces promoteurs privés? Non, vous savez, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le bon angle d'analyse. Moi, je veux dire, ce que j'ai de profitable aux Sénégalais lambda, c'est deux choses. D'abord, nous restons encore dans le système classique de la location-vente. C'est-à-dire, on détermine le prix d'un logement, l'acheteur débloque l'apport, constitue souvent 20% du prix, et le reste est étalé sur 5, 10 à 15 ans. C'est la location-vente. Donc, au lieu de louer, on est déjà propriétaire. Ce n'est pas toujours le cas parce que le système le plus classique chez le promoteur privé, c'est la vente à l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, on vous vend sur plan, on vous montre votre maison sur plan, en vous disant maintenant, quand on va au niveau des fondations, vous mettez 30% du prix de revient. Quand on sera hors d'eau, vous mettez 30%. Quand on sera hors d'air, vous mettez 30%. À la réception, vous soldez. Voilà, donc en fait, en réalité, vous payez votre logement le temps de sa construction, ce qui n'est pas le même temps de la location-vente, où vous pouvez vous dégager un apport et payer sur 15 ans. Ça arrange plus le fonctionnaire, par exemple, qui peut-être a une difficulté à pouvoir mobiliser autant de fonds et faire un achat privé. Donc, il peut même bénéficier du prêt DMC, du prêt de la direction monnaie et crédit, par exemple, pour faire son apport. Et après, étant entendu qu'il est dans sa quotité est bonne par rapport au salaire qu'il gagne, il est solvable. On regarde bien s'il n'est pas trop endetté, s'il a une capacité effectivement à aller sur 5, 10 ou 15 ans. Et à ce moment-là, il est éligible. Et en termes de loyer, est-ce que la SNHLM dispose d'immeubles aujourd'hui et qui sont uniquement dévoués à la location? Non, c'est-à-dire que voilà, là aussi ça a été une stratégie qui n'a pas toujours été très payante. Parce qu'au début des années 2000, il a été question au niveau de la SNHLM de se débarrasser d'un certain patrimoine. Donc la location simple n'est pas très importante actuellement. Mais ça, c'était un choix stratégique. Moi, cette stratégie, je ne la partage pas. Je n'en vois pas la pertinence. J'aurais été à leur place, je ne me serais jamais débarrassé effectivement de ce patrimoine qui était important pour faire vivre la société. Mais en tout cas, c'est déjà acté, moi je l'ai trouvé ainsi, donc il faut que je fasse avec. Donc nous sommes dans une dynamique dans le PSD d'aujourd'hui de reconstitution également du stock locatif de la SNHLM. Parce que effectivement, dans tous les pays du monde, une société nationale des habitations à loyer modéré est d'abord une société qui doit pouvoir proposer des loyers bas. Donc c'est d'abord une société de location. Mais bon, maintenant c'est plus une société de promotion
aujourd'hui qu'une société effectivement qui peut proposer des loyers selon un système d'allocation où par exemple il y a la cible des groupes vulnérables et autres. On est en train de penser à un équilibre en tout cas à ce niveau-là. Donc c'est une décision qui a contribué à cette augmentation du loyer à Dakar? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la SNHLM soit vraiment celle qui est au banc des accusés par rapport à une hausse des loyers. Je pense que ça c'est... Puisqu'il n'y a pas d'alternative, les locataires sont laissés à la merci de ces bailleurs privés. Oui, non, mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est simplement la volonté du président de la République qui s'est engagé, qui s'est engagé en tout cas sur cette question de la baisse du loyer. Et ça a même produit tout de même une loi relative à la baisse du coût du loyer, en tout cas dans l'espace national. Mais il a également compris une chose, que cette loi ne pouvait gérer qu'une conjoncture. Mais derrière, il y a toute une politique structurelle qui permet qu'il y ait une régulation dans le marché. C'est-à-dire aujourd'hui, pour faire baisser les prix de loyer, la seule solution, c'est de déverser un nombre important d'unités résidentielles. En fait, il faut que l'offre soit boostée, tout simplement. Et ce qui est en train d'être fait, quand on regarde les grands développements qui se font sur Diamniadio, aujourd'hui, l'ampleur ou même l'essor, en tout cas, de la construction et également de la promotion immobilière, on voit bien que la stratégie, c'est de booster l'offre et nous estimons que ça va forcément jouer sur le prix. Alors, monsieur le directeur, j'aurais tendance à vous demander quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés le secteur de l'immobilier au Sénégal. Oui, bon, il y avait plusieurs difficultés parce que moi, je suis plutôt positif. Quand je dis je suis positif, ça veut dire qu'il y avait tout de même des manquements. Et ces manquements commencent à être plus ou moins réglés. Vous avez entendu parler récemment de la loi d'orientation sur l'habitat social. Vous avez entendu parler de l'arrêté conjoint du ministre du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie et du ministre de l'économie, des finances et du plan qui fixe un peu les modalités de dégrèvements fiscaux et également de baisse des taxes douanières pour tous les projets qui sont projets immobiliers agréés par l'État. Vous avez entendu parler de la commission d'agrément des promoteurs immobiliers privés au programme public. Vous avez vu l'implication aujourd'hui du secteur privé dans le développement immobilier dans le cadre du pôle urbain de Diamniadio. Mais ce sont ces choses-là qui peuvent permettre aujourd'hui de booster l'activité et également de donner davantage de croissance et de possibilités. Donc, pour moi, le terreau n'était pas tellement fertile parce qu'il y avait peut-être des problèmes liés à un cadre juridique, légal et réglementaire adéquat pour le développement du secteur, également une révision du statut de la promotion immobilière, et tout ça est en train d'être fait. Et ça peut être un cadre idéal, en tout cas, pour que les promoteurs immobiliers prouvent leur compte dans ce secteur porteur. Et le financement, l'État? Oui, bon, moi j'ai d'habitude, et d'ailleurs c'est pas moi qui le crée, on a tendance à parler des 3 F. C'est-à-dire que la promotion immobilière, c'est une fiscalité, c'est un foncier et c'est un financement. Bon, moi je les associe aux 3 T. Le financement, c'est le trésor. Le foncier, c'est la terre. La fiscalité, c'est la taxe. Donc, il faut pouvoir naviguer dans ces choses-là pour comprendre effectivement comment fonctionne la promotion immobilière. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver de la terre. Et puis maintenant, tout ça dans un montage qui profite à l'État et profite également aux citoyens. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, les institutions financières sont tout de même assez liquides. La question des taux d'intérêt pose problème parce que les taux d'intérêt sont encore élevés. La question a été posée dans toutes les instances, à l'Assemblée nationale, au Conseil économique et social. Tous les groupes et toutes les commissions ont déjà travaillé, donc on sait exactement où est le problème. Donc, nous attendons effectivement peut-être la convocation du Conseil national de l'urbanisme présidé par le chef de l'État, qui pourra légalement et être en tout cas un cadre approprié pour discuter de cette question d'importance. Parce que là, il faut que tous les acteurs soient impliqués. Autant les promoteurs, les banques, mais aussi les sociétés concessionnaires, telles que l'ONAS, la Sénélec et la SDE, qui enterrent les réseaux normalement. Parce que les réseaux qui sont construits finissent dans leur patrimoine. Dans quelles conditions ça doit être fait?
c'est important parce que selon la condition qui est choisie, ça peut jouer sur le prix de revient. Si c'est le promoteur qui le finance, bien entendu, si ça doit revenir dans le patrimoine de la SDE ou de la SONES ou de la Sénélec ou n'importe quelle société concessionnaire, il est évident que le promoteur, pour être dans ses marges, le répercutera forcément sur le prix au final. Donc voilà pour moi toutes ces questions sur lesquelles nous devons discuter et nous voyons que de manière évolutive depuis 5 ans, la réflexion est amorcée et que le gouvernement, en tout cas, prend ses responsabilités pour une évolution de ce secteur. Est-ce que les sociétés que vous venez de quitter, la Sénélec, la SD, entre autres, sont à votre longueur d'onde en tant que SNHLM? Mais bien évidemment, ça arrive. Même si elles ne le sont pas, peut-être que les instances que je viens de citer permettront de réunir tous les acteurs autour de la question pour que chacun, effectivement, sache qu'il a un rôle à jouer. Alors, dans le dernier rapport de la Cour des comptes, je le cite, c'est devant mes yeux, votre structure a été épinglée, même si on sait que ce n'est pas dans votre gestion. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de ce dossier? Est-ce que c'est la place appropriée pour effectivement en discuter? Je ne sais pas trop. Peut-être que lorsque la Cour des comptes vous avez hérité du dossier aussi. Rendra public. Bon, c'était... En tout cas, il y a eu plusieurs recommandations. Et je le dis, moi, je préfère toujours me focaliser sur les recommandations. Parce que c'est les recommandations qui permettent en tout cas d'engager l'avenir et de ne plus répéter peut-être un certain nombre d'erreurs qui sont communes quasiment à toutes les gestions. Donc, nous avons répondu à toutes les recommandations, en tout cas de la Cour des comptes, pour effectivement qu'on ne soit plus dans ce type de situation. Parce qu'au fond, le rôle des organes de contrôle, c'est cela, c'est d'alerter, de recommander, pour qu'effectivement l'évolution soit plus ou moins linéaire. Actuellement, nous avons quasiment levé toute équivoque à ce niveau-là. Mamadou Kassé a-t-il un bilan aujourd'hui à présenter? Bon, moi je dis que c'est trop tôt de présenter un bilan. Parce que moi j'ai fait 1 an dans une société qui existe depuis 1959, qui a presque 60 ans. Donc pour moi c'est osé de se mettre là à faire un bilan. Je pense que c'est même pas dans l'ordre des dispositions pertinentes. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des éléments de continuité, des éléments qu'il fallait sauvegarder, parce qu'il y a plein de choses bien dans cette société. Il y avait aussi des innovations à imaginer, mais tout ça dans un cadre cohérent et cadré. Et ce que nous avons fait avec le PSD, pour dire aujourd'hui par exemple, quelle est la pertinence d'un programme de parcelles assainies, parce que les Sénégalais sont demandeurs de logement, mais les Sénégalais sont aussi demandeurs de terrain parce que ce sont de bons autoconstructeurs. Donc ça, ce sont des questions pertinentes. Ce qui fait que dans notre PSD, nous avons bien inscrit la question du programme de parcelles assainies qui permettra de développer l'autoconstruction. Sans oublier notre cœur de métier qui est tout de même la promotion immobilière, c'est-à-dire de permettre aux Sénégalais de disposer de différents standings, en tout cas de logements, qui vont d'une pièce salon ou 2 pièces salon jusqu'aux 4 chambres salon en R+1. Et c'est ce que nous développons aujourd'hui avec nos prototypes. Donc, bilan oui, mais moi je pense que c'est un peu prématuré. Aujourd'hui, nous ferons le bilan peut-être de la première année d'exercice du plan stratégique de développement, ou en tout cas la première évaluation de notre contrat de performance. Des réalisations qui portent votre nom, votre signature? Oui, il y en aura, mais forcément. Donc je vous invite peut-être à une émission dans 6 ou 7 mois. Forcément, il y a déjà des choses qui sont sorties de terre. Nous venons de réceptionner les 52 logements de Kenya à Ziguinchor. Nous en avons fait 14 autres. Et la finalité, c'est 104 logements. Donc c'est toute une cité. Nous avons aujourd'hui réceptionné les logements témoins de Fatick. Et nous venons d'attribuer le marché pour la première tranche des 50 logements de Fatick. Ça va démarrer peut-être dans une semaine. Voilà. À Ngalel, c'est pareil, sur Saint-Louis. Nous venons de réceptionner également les parcelles assainies de Kébémer. À Thiès, dans notre lotissement de Sing Sing, c'est pareil. Donc, mais le grand projet que je pense qui portera, je dirais, la nouvelle signature de la SNHLM, c'est la cité des Corosols de Ndiakhirat. Parce que sur la route du Lac Rose, nous avons un important titre foncier là-bas, le 1107, sur lequel nous sommes en train de développer une très grande cité qui s'appelle la cité des Corosols. Je pense que vous avez vu déjà les plaquettes et la publicité.
c'est un programme de 1000 logements qui est phasé. La première phase, c'est 300 logements et il y a 5 types de logements. Il y a le classique, c'est-à-dire sur 150 mètres carrés, une pièce avec un salon, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le 2 pièces, c'est le classique du social. Il y a la villa avec 2 chambres salon, la villa avec 3 chambres salon, la villa avec 3 chambres salon en R+1 et la villa avec 4 chambres salon en R+1. Donc ça fait 144 mètres carrés de bâti sur R+1 sur une assiette à peu près de 200 mètres carrés. Ces réalisations font partie des 15 000 logements que le chef de l'État avait promis aux Sénégalais par année. Mais évidemment que nous y rentrons parce que, comme je vous l'ai dit, notre PSD est adossé aux objectifs fixés par le PSE. Le PSE se fixe en tout cas un objectif de 15 000 logements par an sur 10 ans, ce qui fait 150 000 unités. Nous, avec le programme de 3400 logements de Diamniadio et le programme de 1000 logements sur Ndiakhirat, ainsi que tous les autres programmes régionaux, vous comprendrez bien que nous avons quand même un apport conséquent dans ces 15 000 logements qui sont fixés. Je rappelle que vous suivez votre émission Le Grand Oral qui reçoit Michel Mamadou Kassé. Il est le directeur général de la SNHLM, mais il est aussi responsable politique au sein de l'Alliance pour la République. Vous comprenez, nous allons parler un peu de politique et vous militez dans la région de Tambacounda. C'est ça. Aujourd'hui, comment se porte votre formation politique dans cette région? Oui, bon, si je dois porter un jugement, bon, moi j'aime bien les critères. Hein. Sur quels critères? Si c'est sur le critère de la gagne, qui est le critère le plus important en politique. C'est-à-dire que pour moi, j'analyse les 4 dernières élections et je me dis que les 4 dernières élections ont été victorieuses pour nous. Nous avons montré qu'il y avait une dynamique unitaire du Benno Bokk Yakaar. Nous avons montré en tout cas que la région de Tambacounda est un bastion de la coalition Benno Bokk Yakaar et qu'elle est derrière le président de la République. En tout cas, nous avons poursuivi ce travail. C'est un long travail d'investissement et lourd d'ailleurs parce que souvent on nous dit que notre région elle est dans les contrées lointaines, mais nous ne rechignons pas en tout cas à faire du chemin pour être aux côtés des populations et porter et prêcher la bonne parole parce que nous avons un bilan, parce que le président a réalisé des choses dans ce pays, parce que nous avons des choses à montrer. À Tambacounda. Évidemment, dans tous les cadres, autant dans le cadre du programme d'accélération de la cadence agricole, le PRACAS, parce que nous sommes une région essentiellement agricole, avec la zone bananière, mais aussi les cultures classiques. Il y a le PUDC qui a été conséquent, tout simplement parce que nous avons de nouvelles pistes, nous avons de nouveaux forages, nous avons du matériel d'allègement pour les femmes. C'est conséquent. Promoville nous a pris en compte. Ça veut dire que le réseau urbain va être densifié en termes de routes, en termes d'assainissement, en termes d'aménagement paysager et en termes d'éclairage public. Et c'est important. Le programme national des bourses familiales, et là aussi c'est important pour nous parce qu'une bonne partie de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté a pu effectivement disposer de bourses familiales. C'est important pour nous. Nous sommes une grande région, l'une des plus grandes, sinon la plus grande. Si vous mettez Kédougou dedans, nous occupons un tiers de ce territoire-là. Nous avons la plus faible densité, l'un des taux de pauvreté les plus élevés. Mais si vous venez nous montrer, comme le président l'a fait, qu'aujourd'hui les pauvres sont une priorité, mais il est bien évident qu'il y a une adhésion populaire à cette politique et que ça se traduit dans les résultats. Donc c'est ce qui me fait dire que si je dois analyser au regard des résultats que nous avons enregistrés, qui sont cohérents par rapport à ce qui a été réalisé, nous ne faisons que rendre à César ce qui lui appartient. Donc les responsables de la mouvance présidentielle au niveau de votre localité, ils parlent d'une même voix. Ça, je ne le dis pas. C'est-à-dire qu'en politique aussi, tout n'est pas forcément linéaire. C'est ce qui est souhaitable, mais ce n'est pas forcément ce qui est réalisé. Mais nous avons au moins des convictions. Nous croyons d'abord en notre guide politique, le chef de l'État. Nous croyons aux valeurs de notre parti et nous avons également une discipline de parti. En tout cas, moi, dans mon cas, je me dis que je peux avoir des divergences de vues avec des responsables en interne. À l'APR, on peut parler de discipline de parti. Chaque fois, le chef de l'État fait des sorties pour demander aux uns et aux autres de rentrer dans les rangs. En tout cas, moi, je ne me sens pas concerné par ce discours parce que je n'ai jamais été repris dans ce cas-là. Et à chaque fois qu'il fallait avoir de la hauteur pour montrer effectivement cette discipline de parti, moi, j'ai dû le faire parce que je me dis, il y en a peut-être qui rentrent en politique par conviction, d'autres y rentrent par intérêt. Chacun, en tout cas, a son schéma ou je ne sais pas si je peux parler d'agenda. Mais ce qui nous lie,
ce sont les valeurs du parti, les statuts du parti et le chef. Alors, la mouvance présidentielle au niveau de Tamba a enregistré l'arrivée d'un certain Souti Touré, donc Khoureychi Thiam. Vous êtes très jeune. Alors, vous allez vous ranger derrière ces vieux C'est moi politiques. qui étais à l'origine de l'arrivée de Khoureychi Thiam, je vous rappelle. Et vous pensez qu'il peut apporter quelque chose pour votre parti? Vous pensez pas que... Mais si ce n'était que sa voix, mais c'est un plus. Je veux dire, ne soyons pas suicidaires. On est en politique, on est dans un système d'addition. La deuxième chose, c'est que pour le cas de Khoureychi, que je salue au passage, justement, lorsqu'il a fait sa sortie, il l'a bien dit. Je suis venu voir Kassé, nous avons discuté, tout simplement parce que moi, en ma qualité de maire de Maka-Koulibantang, je me suis rendu compte que le PUDC a été un exploit. Parce qu'il y a des zones, vous savez là-bas, Maka-Koulibantang, c'est tout ce qu'il y a de plus répulsif dans l'imaginaire des Sénégalais. Maka-Koulibantang, c'est le Ndungusin, c'est le Nyani. C'est toujours des mots qui nous rappellent un peu l'enclavement, l'emprisonnement et autres, la chaleur et l'éloignement. Mais quand vous en arrivez vous-même en tant que maire de l'opposition à accepter que celui qui est là à travers un programme d'urgence a pu réaliser ce que vous demandiez depuis et que vous n'avez jamais eu. Mais c'est une manière d'adhérer à sa politique. Et j'ai trouvé la démarche cohérente et intéressante. Pour le ministre Souti Touré, nous avons des rapports particuliers. J'ai passé mon temps à démarcher ces personnes-là parce que j'estime qu'elles doivent rajouter à ce qui est déjà crédible pour le président à Tambacounda. Parce que le président est déjà gagnant à Tambacounda. Mais il faut qu'il le soit davantage. C'est pour cela que nous massifions. Et c'est pour cela que nous faisons appel à de nouvelles dynamiques et à de nouvelles énergies. Alors, plusieurs responsables pour une liste à Tambacounda. Nous sommes à 1 mois et demi des législatives du 30 juillet. Ça ne risque pas de poser problème au niveau de votre localité, les investitures? Apparemment, ce n'est pas une exception tambacoundoise, ni une exception du parti au pouvoir. Ça, c'est la politique. Il arrive un moment où il faut faire des choix. Et quand il faut faire des choix, de la manière la plus légitime et de la manière la plus démocratique, il faut accepter à tout un chacun son droit, mais de penser qu'il peut être investi. Si on devait renier aujourd'hui ce droit-là à tout militant, mais ça serait tout à fait antidémocratique. Mais ce que dit le président est beaucoup plus intéressant. Vous vous rassemblez en assemblée générale. Donc, c'est les responsables qui se concertent avec les patrons de comité, avec les militants de base. Si vous réussissez à avoir un consensus sur des noms qui correspondent au nombre de sièges et qui respectent la parité, j'entérine. Si vous n'êtes pas d'accord, recueillez les candidatures et il y aura un arbitrage. Mais pour moi, on est dans les principes démocratiques, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de crier gare. Il n'y a pas besoin de crier gare. Il y a besoin tout simplement soit de travailler à avoir un consensus, et si tel n'est pas le cas, à travailler à dresser une liste cohérente à proposer à une commission qui va arbitrer. Voilà pour moi les deux seules voies. Il n'y a pas besoin de râler ni même de faire du tapage ou du tintamarre dans n'importe quelle presse que ce soit. Tout le monde sait ce que chacun d'entre nous représente. Et vous êtes candidat, vous? Moi, je le dis solennellement, je ne suis pas candidat. Et pourquoi? Ça, j'ai mes raisons. D'abord, j'estime qu'il y a suffisamment de responsables capables de porter la liste. Je ne dis pas il y a un responsable ne peut pas faire gagner une liste. À lui seul, il ne représente pas grand-chose. Moi, j'ai même proposé qu'on dégage au niveau de l'Assemblée générale une charte et effectivement dont les responsables seraient signataires. Et pour éviter que les frustrations ne mènent à ce qu'on a appelé des votes sanctions ou des votes inutiles. Qu'on puisse signer une charte dans le cadre, on n'a pas trouvé de consensus, voici les cas. Par contre, comme on a soumis au président pour qu'il arbitre, lorsqu'il aura arbitré, que chacun s'engage à respecter le choix du président ou le choix de la commission ou le choix du président accompagné de ses conseillers. C'est ça la logique, c'est ça la discipline de parti et c'est ça la politique. Alors, donc, moi, je me dis qu'il y a des gens qui peuvent porter cette liste. Parce que moi, je vais soutenir cette liste-là sans réserve. Je vais faire une campagne comme si c'était moi qui étais tête de liste, comme j'ai toujours fait. Parce que c'est ça aussi la politique. On ne peut pas être à toutes les stations. On ne peut pas occuper tous les postes. On ne peut pas être devant tous les combats. Il faut qu'on se partage les tâches. Aujourd'hui,
j'estime avoir assez travaillé à la base pour pouvoir apporter quelque chose de conséquent à celui et celle qui seront choisis par le président de la République. Le président de la République, il a déclaré récemment qu'il n'acceptera aucune liste parallèle, mais déjà des voix se lèvent pour déclarer leur candidature officiellement des responsables de votre formation politique. C'est le cas à Ziguinchor, c'est le cas à Dakar. Un, ça les engage. Et deux, je suis parfaitement en phase avec le président du parti. Mais quel intérêt d'avoir une liste parallèle? Aujourd'hui, on doit mettre de côté nos intérêts personnels et penser à l'intérêt général. On doit aller au-delà de nos petites personnes et penser au Sénégal, penser à la majorité que nous devons travailler, en tout cas, que nous devons nous investir à donner au chef de l'État pour qu'il continue cette politique dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'elle est profitable à tous les Sénégalais. Voilà le sens de notre raisonnement doit être là, mais pas d'occuper un strapontin ou un poste ou encore n'importe quelle station. C'est très bien parce que ça permet à tout un chacun de se mettre en valeur, de se voir, je dirais, valorisé au niveau local ou en tout cas récompenser des efforts fournis à la base. Je suis désolé, tout le monde, il s'agit de 150 ou 165 postes pour combien de millions de Sénégalais? Mais soyons sérieux, forcément il faut qu'il y ait une sélection. Et cette sélection-là doit obéir à des critères. Il y a les alliés qui sont là. Oui, moi je suis pas un allié, je suis pas là pour parler des alliés, moi je suis là pour parler alliés, de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est le Parti Socialiste, il faut aussi... Ah non, je pensais que vous parliez de... Non, moi je vous parle du Parti Socialiste, je vous parle de l'AFP, je vous parle du PIT, non, mais entre autres vos encore alliés. une fois, moi je me sens à l'aise de parler des alliés. Vous savez pourquoi? Parce que voilà 5 ans que nous cheminons ensemble. Et voilà 5 ans que la coalition existe, traverser ces zones de turbulence, mais au moins je pense que dans l'histoire politique du Sénégal, c'est la plus large et la plus longue coalition en termes d'existence qui existait. Je crois bien. En tout cas, c'est le mot de tous les analystes, de tous ceux qui ont traversé en tout cas la période politique sénégalaise depuis le bloc démocratique sénégalais. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Ça veut dire que nous avons à la tête un homme de consensus. Nous avons autour de lui des hommes de consensus. Et c'est de gros appareils qui sont là. C'est l'APR, c'est l'AFP, c'est le PS et en tout cas la coalition Macky 2012, la coalition Benno ak Tanor, la coalition Benno Siggil Sénégal et toutes les autres coalitions et même des groupes hors coalition qui sont tout de même dans le Benno Bokk Yakaar. Mais je pense aujourd'hui que la ligne qui a été déterminée, elle est très claire et je pense que nous avons entendu le président le dire la dernière fois. Il faut faire un dosage avec les alliés. Là, certainement, il y aura des critères. Il faut prendre en compte la parité et en même temps, d'autres critères, d'autres sous-critères tels que la légitimité, la représentativité, le sérieux et tout ça. Donc, en tout cas, moi, je ne veux pas me prononcer de manière prématurée sur la qualité de nos listes. Mais tel que je vois les choses, il va y avoir forcément des frustrés. Il va y avoir forcément beaucoup de divergences parce qu'il y a beaucoup de candidats. Mais en fin de compte, lorsqu'on aura tranché sur la liste Benno Bokk Yakaar, vous le verrez par vous-même, les gens se mettront dans les rangs. Vous l'avez dit, en termes de réalisation PUDC, entre autres bourses familiales, peut-être le président a un bilan à présenter. Mais concernant la bonne gouvernance, est-ce que pensez-vous qu'elle milite en ce moment en votre faveur? Emprisonnement de Khalifa Sall, les dossiers épinglant des directeurs appartenant à l'APR qui ne sont toujours pas élucidés. Non, vous savez, moi, j'éviterai en tout cas d'analyser encore sous cet angle. L'angle simplement de l'emprisonnement. Vous savez, on ne peut pas emprisonner quelqu'un gratuitement. Je pense que derrière quelconque arrestation ou quelconque audition ou quelconque emprisonnement, il y a tout de même une base légale. Et la base légale, c'est laquelle? Sur la question de Khalifa, je pense que vous pouvez me répondre. Je pense qu'il s'agit d'une caisse d'avance. Ou même apparemment, il y a eu des aveux. Aveux de qui? Vous savez, je suis un républicain et je le demeurerai. Quand il y a une question qui est pendante devant la justice, il est très 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 difficile de porter un jugement. Parce que moi, je crois d'abord en la justice de mon pays. Je crois aux juges qui doivent rendre une décision. Et je les respecte. Je ne suis pas comme ceux qui, aujourd'hui, parce qu'une décision qui doit arriver peut leur sembler négative, vont tirer sur les juges et évitent peut-être de faire une déclaration positive lorsqu'ils se sont rendus compte que cette décision-là même, dans sa présomption,
ils étaient innocents, mais la décision qui tombe leur est favorable. Je prends le cas d'Abdoul Mbaye. Sur la décision qui, tout de même, et je pense depuis hier, lui donne un non-lieu sur une question où on l'a entendu développer, on l'a entendu commenter dans un sens presque de dénigrement de ceux qui rendent la justice au nom du peuple sénégalais. Parce qu'il y avait aussi des coïncidences troublantes aussi concernant ce dossier. En tout cas, la finalité, elle est là. Création de son parti politique, convocation. Non, je dis, encore une fois, il ne faut pas corréler ces choses-là à des affaires. Les affaires sont les affaires. Comme je vous le dis, on ne peut pas vous emprisonner gratuitement. Vous êtes là, maudit, personne n'est venu vous chercher en vous disant que vous avez fourni des faux papiers, ou est-ce que vous avez usé ou abusé d'une caisse d'avance, ou est-ce que vous avez tiré sur quelqu'un. Ce n'est pas le cas. Mais pourquoi cet acharnement concernant Khalifa Sall, des responsables de la Je ne vois pas d'acharnement. Mais il y a Je vois tout simplement des engagements qui ont été pris initialement. Et les engagements qui ont été pris l'ont été par le candidat dans le cadre du Yoonu Yokkute. Je travaille à ce qu'il y ait une bonne gouvernance, à un fonctionnement équitable de la justice et également à ce qu'on évite de dilapider gratuitement les deniers publics. Tout de même profitable aux Sénégalais, donc les Sénégalais s'en félicitent. Michel Kassé, est-ce que vous pensez que c'est élégant que nous sommes à quelques mois des élections législatives pour quelqu'un qui se dit candidat au présidentiel de 2019 qu'on le met en prison? On pouvait le placer sous contrôle judiciaire. Mais si le maire de la capitale. Moi, j'inverse la chose. Je vous dis, si maintenant être candidat à la présidentielle doit vous dédouaner de respecter les règles de ce pays-là, moi je dis qu'on est dans un scandale. C'est pas parce qu'on est candidat qu'on n'est pas justiciable. Et c'est pas parce qu'on est opposant qu'on vous envoie en prison. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je dis simplement... Je pose la question. Non, parce qu'il y a aussi des rapports. Il y a le rapport de l'OFNAC qui a épinglé le directeur du COUD avec cette sorte de l'ancienne... Moi, je dis, pour ces questions-là, allez poser la question à qui de droit. Mais ce dont je suis sûr, je retiens aussi une phrase que le président a lui-même prononcée. Je ne protégerai personne. Mais le temps de la justice n'est pas le temps des justiciables. Même s'il a dit que j'ai mis des dossiers... Parce que le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Mais c'est le même président qui a dit que j'ai mis des dossiers sous le coude. Je ne l'ai pas entendu. Je ne sais pas dans quel cadre il a dit, où et à quel hôtel, dans quel cadre, c'était quelle manifestation. Moi, je n'ai jamais entendu. Monsieur, moi, j'ai été conseiller du président de la République pendant 4 ans. De 2012 à 2016, quand j'ai été porté à la tête de la SNHLM. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il avait des dossiers sous le coude. Jamais. Je voudrais aujourd'hui, comme on en parle, et que vous-même vous l'évoquez, que vous puissiez me donner une bonne référence. C'était à quelle occasion, dans quel hôtel, à quelle heure, à quel moment le président a pu dire qu'il avait des dossiers sous le coude. J'aimerais bien le savoir, rien que pour ma bonne gouverne et peut-être pour ma culture. Alors, je vais vous dire, dans sa dernière sortie, le président a dit « Je ne pouvais pas mettre Karim en prison, ensuite mettre sa sœur en prison. » C'est pourquoi j'ai mis le dossier du Fesman sous le coude. Et récemment, il est revenu sur ce dossier pour nous parler des 105 milliards qui ont été détournés. Tout ça, bon, on passe à autre chose. Non. Parlons de la Parlons de la coalition Manko Taxawu Sénégal qui voit le jour. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de cette force de l'opposition qui se réunit autour d'une même coalition? Moi, je leur souhaite bonne chance. On est en démocratie. Ils peuvent même encore étoffer cette coalition davantage. Moi, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas une seule coalition qui me fait peur. Ça, c'est la première des choses. Parce que comme je vous l'ai dit, je crois au bilan du président. Et je sais que les citoyens sénégalais ont vu du concret. Deuxièmement, nous sommes en démocratie. Ce pouvoir a été conquis de la manière la plus démocratique par le président Macky Sall. Avec ses alliés. Avec ses alliés. Avec qui il avait décidé de gouverner, avec qui il gouverne actuellement. Pour le grand bien de tous les Sénégalais. Mais allons-y à la compétition. Il n'y a pas besoin de faire des analyses farfelues. Moi, ce que je sais. Khalifa à Dakar. Je suis un acteur. Non, vous pouvez dire Khalifa à Dakar. Khalifa à Dakar, il vous a toujours gagné à Dakar. Concernant les différentes élections. Idrissa Seck à Thiès, entre autres. Je reviens à la première analyse lorsque nous parlions de la SNHLM. D'abord, moi je ne suis pas de Dakar. J'habite Dakar depuis des années. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar.
aujourd'hui, vous évoquez une élection passée qui est l'élection locale, où effectivement, la coalition Taxawu Sénégal a bien gagné Dakar de la manière la plus démocratique, mais contrôle un nombre infime de communes. Ce qui fait que notre coalition, ou en tout cas un membre de notre coalition, est à la tête de l'association des maires. Quand nous prenons le suffrage national, nous sommes devant et de loin. Nous contrôlons la quasi-totalité de toutes les collectivités locales. Mais que voulez-vous? Maintenant, on est en démocratie. Il en faut bien pour le pouvoir et il en faut bien pour l'opposition. C'est aussi ça la démocratie. Et le pouvoir a-t-il perdu du terrain concernant si on sait que l'AFP n'est plus ce qu'il était, le Parti Socialiste aussi? Moi, je vous dis encore une fois, moi, je ne vais pas m'aventurer dans des diatribes et dans des envolées lyriques qui sont inutiles. Je dirais simplement que nous sommes à moins de 2 mois d'une échéance. Et l'échéance est la meilleure jauge de la démocratie. C'est le meilleur baromètre de la démocratie, c'est le meilleur baromètre de la représentativité. Mais nous en saurons quelque chose au soir du 30 juillet. Nous, en tout cas, nous avons travaillé à gagner et Inch'Allah, nous gagnerons. Vous avez travaillé à Tamba. Est-ce que ces citoyens se sont inscrits massivement sur les listes électorales? Mais évidemment, vous avez un fichier aujourd'hui qui dépasse largement la barre qui était requise. Parce que, au fond, c'est un fichier consensuel. C'est pas l'opposition qui le dit. En tout cas, je n'ai pas entendu l'opposition fustiger le fichier. Parce que lorsqu'il s'est agi de discuter du fichier, c'était autour de la table. Autour du président de la coalition Benno Bokk Yakaar, président de la République. Avec tous les chefs de parti dignes de ce nom dans ce pays. Les enrôlements se sont déroulés de la meilleure des manières, même s'il y a eu quelque part, et ça ne peut pas manquer, quelquefois des dénonciations par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'était d'enrôler 4 millions de Sénégalais. On est à quasiment 6 millions dans ce nouveau fichier. Et le fichier, aujourd'hui, est au moins lavé de toutes les impuretés. Le fichier est fiable. Donc, ma foi, nous allons aux élections avec un fichier fiable, avec une carte d'identité biométrique, avec de nouveaux gages de respect de la démocratie et également de grandes coalitions. Donc, je peux dire que c'est le grand combat. Alors, au Sénégal, on note dans ce paysage politique, c'est souvent toujours dirigé par ce que je qualifie de dinosaures. Sur le champ politique, il y a Abdoulaye Wade qui va revenir, il y a Dansokho qui est toujours là, Bathily, Moustapha Niasse. À quand l'alternance générationnelle dans les partis politiques? Heureusement que vous me parlez de gens qui sont des Sénégalais valeureux, qui ont quand même... qui ont fait leur temps aussi. Non, qui ont participé déjà au développement de ce pays et qui ont l'avantage d'être là à nos côtés. Et qui sont là depuis 1960. Mais vous savez, tout ce que la loi n'interdit pas, elle l'autorise. Donc ils sont dans leur bon droit que d'être encore dans la politique. Question générationnelle, moi je pense qu'on ne doit pas l'aborder ainsi, en mettant une génération contre l'autre. C'est en mettant la génération l'une avec l'autre, comme on l'a réussi à certains moments de notre histoire, et que certains accompagneront les autres. Parce que vous me direz, peut-être que vous estimez que les autres sont trop vieux, mais quelquefois on peut estimer que certains sont trop jeunes. Donc où est l'équilibre dans cette affaire-là? Je crois que c'est le président est en train de le réussir actuellement. Parce que tout le monde est autour de lui. Pourquoi en termes de génération? Je dis pas intuitu personnel, mais je dis le dosage générationnel. Autant vous verrez des jeunes comme moi, comme Thérèse Faye, comme Mame Mbaye Niang, comme Birame Faye, comme Maxime Jean-Simon Ndiaye, des jeunes qui sont autour de lui et qui ont le pied à l'étrier, mais il y a aussi toute cette sagesse dont on a besoin parce qu'il y a toute la maîtrise de l'histoire de notre pays, ce qui a fait aujourd'hui notre identité qui est là aujourd'hui aussi à côté de lui en train de l'accompagner. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces. Nous n'avons pas besoin de substituer une génération à une autre. Nous avons besoin, lorsque les gens sont actifs et qu'ils sont encore capables de donner, de leur donner la place qu'il faut dans l'échiquier. Comment vous jugez cette 12e législature? C'est en cours. Ouais. Je pense que jeudi dernier, le Premier ministre a fait face aux députés. Ça a été la grande innovation, les questions au gouvernement dans l'enceinte de l'hémicycle. C'est important, ça travaille à renforcer
notre démocratie. Parce que les Sénégalais ont besoin de savoir. Donc peut-être pour moi, il faut une plus grande régularité de la présence, en tout cas de l'exécutif, devant les élus nationaux pour exposer davantage la politique qui est déroulée par le président de la République, qui est en tout cas initiée par lui et déroulée par le gouvernement. Voilà des innovations par exemple. Et aujourd'hui, toutes ces lois qui ont permis de faire avancer les choses, le référendum, vraiment, moi je pense qu'il y a eu en tout cas beaucoup d'effervescence dans cette 12e législature, même si j'ai entendu par-ci par-là que certains ont été déçus par la 12e législature, mais si elle n'a pas fait plus que les autres législatures, elle n'en a pas fait moins. Avec une seule projet de loi voté pendant 5 ans. Un seul projet de loi? Comment ça, un seul projet de loi voté? C'est un seul projet de loi qui est proposé durant 5 ans par les députés. Les autres sont venus de la présidence. Vous voulez parler de proposition de loi? Proposition de loi. Voilà, parce que la proposition de loi qui vient des députés doit émaner des députés. Peut-être que les projets de loi étaient tellement forts et couvraient tellement les besoins qu'effectivement les députés n'ont pas eu peut-être besoin c'est une même mise de propositions. Parce que aussi, nous avons un exécutif qui travaille et qui a proposé quasiment dans tous les domaines tout ce qu'il fallait pour inscrire le Sénégal dans la voie de l'émergence. Alors je vois que vous êtes un excellent porte-parole de votre formation. Je vous laisse placer vos derniers mots. Bon, moi, surtout à l'endroit du chef de l'État que je félicite. Ces 5 années d'effervescence économique dans le comportement de nos grands agrégats économiques, qu'effectivement la politique de rigueur qui est développée, mais aussi les résultats que nous obtenons. J'espère, et j'en suis même quasiment sûr au regard du travail qui a été fait à la base, que les Sénégalais lui renouvelleront une très grande confiance en lui donnant une large majorité pour gouverner de la manière la plus sereine et la plus paisible. À l'endroit de mes camarades de parti, je voudrais dire ceci. Je pense que nous avons des instances habilitées pour travailler sur nos divergences internes qui ne peuvent pas manquer parce que la démocratie interne aussi, elle existe. C'est-à-dire que vous pouvez être du même bord, mais vous avez des divergences sur certains points. Il y a des instances habilitées pour discuter de cela. Par conséquent, pour moi, la presse n'est pas une instance de l'APR, n'est pas une instance de parti politique habilité pour faire ce type de sortie. Donc, je félicite et je me réjouis en tout cas de la sortie du président de la République rigoureuse qui redéploie ou bien qui en tout cas remet les choses à leur place. C'est-à-dire, vous vous concertez à la base. Si vous n'arrivez pas à des consensus que nous ne vous refuserons pas, donc vous laissez maintenant les instances habilitées procéder aux arbitrages pour les investitures. En tout cas, merci de nous avoir honoré de votre présence sur ce plateau de l'émission Le Grand Oral, présenté avec un immense plaisir par Modigay à la partie où il y avait Mbaye Kébé. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la rediffusion ce dimanche, ce sera de 16h à 17h sur la 87.9, la radio des femmes, des enfants et de la musique. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Herebe mikono konkobe mokomina fodo kukutumbila fodo getute se kofo fodo makote. Sisan ebenyinika, sisan nebenyinika, sisan ambebenyinika, sisan